Salut les toulous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le voir au décor autour de moi, est un peu particulière. En effet, nous allons aujourd'hui parler des liens entre Harry Potter et l'histoire. Sujet qui a en effet déjà été traité par Nota Bene, mais là où lui traite de l'ensemble des différents points dans une seule vidéo, je vais me concentrer dans chaque vidéo sur un point en particulier et ainsi plus le développer, ce qui me permettra aussi de faire une vidéo qui fera un complément à celle de Nota Bene. Donc, c'est parti! Dans cette première vidéo, nous allons parler des liens entre Harry Potter et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a des assez évidents, serait-ce que le fait de rapprocher Voldemort d'Hitler, des mange-morts des SS, tout ça est assez évident. Mais nous allons donc essayer de voir plus en détail ces rapports. Nous allons donc commencer avec la radio Potterveille, qui était donc la radio clandestine pendant le règne de Voldemort, qui évoque de manière assez directe et évidente Radio Londres, qui était la radio de la BBC, enfin, qui était les émissions de la BBC, qui étaient émises en français à destination à la fois de la résistance, afin de leur faire passer des messages, leur permettre de les informer des missions qui sont à accomplir, mais également qui visaient à toucher l'opinion publique française en général, afin de contrebalancer la propagande du régime de Vichy et des nazis. Et donc c'est par exemple cette radio qui va émettre l'appel du 18 juin de De Gaulle, en 1940. Radio Londres était donc composée d'émissions quotidiennes. Il y avait donc d'abord les Français parlent aux Français, ainsi qu'une communication de 5 minutes, soit prononcée par le général de Gaulle, soit par Robert Schuman. À cela s'ajoutaient des campagnes symboliques qui visaient à organiser des actions symboliques, justement, pour marquer la résistance. Par exemple, il y avait des campagnes qui encourageaient les Français à ne pas sortir à une heure de la journée afin de marquer de manière symbolique leur opposition à l'occupation. Et d'ailleurs, Radio Londres n'a pas été la seule les seules émissions émises par la BBC à la direction d'autres pays, puisqu'elle émettait dans plein de langues différentes afin de toucher le plus massivement possible les pays occupés par l'Allemagne nazie. Et donc, entre Potterveille et Radio Londres, déjà c'est deux radios de résistance, l'utilisation de mots de passe dans les deux cas, puisqu'il faut des mots de passe pour écouter Potterveille, et Radio Londres utilisait des messages codés pour faire transmettre des messages à la résistance sans que les Allemands ne les décryptent. Mais au-delà de ce parallèle évident, on peut également tisser un autre parallèle avec globalement l'ensemble des moyens de communication clandestins de la résistance. Parce que là où Radio Londres, à la différence de Potterveille, était une radio officielle, Potterveille était une radio clandestine qui était obligée de changer régulièrement de lieu pour émettre, de se cacher des mange-morts, Radio Londres, c'était une émission de radio officiellement émise par la BBC, qui était une radio officielle des Britanniques, et qui n'avait pas besoin de se cacher pour émettre. Autant pour l'écouter, il fallait se cacher, mais pas pour l'émettre. Et donc sur cet aspect-là, ça peut plus se rapprocher des journaux de résistance, qui certes n'ont pas la même forme, des journaux et non de radio, mais qui avaient, eux, par contre, l'aspect clandestin. Puisque durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreux journaux qui étaient émis de manière clandestine, du coup par les différents réseaux de résistance, et qui, du coup, devaient, eux, trouver des lieux d'impression de manière cachée, ce qui devait souvent changer, qui devait parfois interrompre les impressions et les diffusions. Et donc, du coup, là, ça se rapproche plus de Potterveille. Donc parmi ces différents journaux de résistance, on trouvait par exemple Combat, qui a été diffusé à partir de décembre 1941 et qui a été le journal du mouvement de résistance intérieure française. On trouvait également tout un réseau de journaux communistes, et donc l'Humanité, mais également la Marseillaise, et de nombreux autres locaux qui ont été émis progressivement dès les débuts, puisque dès 1939 le PCF est interdit, donc à partir de ce moment-là, ils publient des journaux clandestins. Ces journaux clandestins vont être de plus en plus hostiles à l'occupant allemand, et à partir de juin 1941, ils vont rentrer clairement dans une résistance totale et les journaux clandestins vont se multiplier. Ainsi, il y a au total 193 titres proches du PCF qui ont été recensés. À cela s'ajoutaient 48 proches des jeunesses communistes, mais on trouvait également des journaux proches d'autres mouvements politiques. 7 titres proches de la SFIO. Il y avait également des titres proches de la CGT, une vingtaine issus de la CGT par exemple ont été recensés. Il y avait également des différents journaux qui n'étaient pas affiliés à un mouvement politique en particulier. Libération, par exemple, qui est un journal qui disparaît aujourd'hui, qui était à la base un journal qui a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, de manière clandestine. Il y avait également les immigrés qui émettaient des journaux à destination de leur communauté, qui étaient donc souvent en langue étrangère. Et ainsi, au total, la BNF, Bibliothèque nationale de France,
a recensé les titres de journaux clandestins de la Seconde Guerre mondiale et est arrivé au chiffre de 1350. Certes, dans l'eau, beaucoup ont été émis de manière très occasionnelle, parfois un seul numéro, parce que, comme je vous l'ai dit, ils étaient clandestins, obligés de se cacher, obligés de trouver des lieux d'impression et de devoir échapper aux nazis ou au régime de Vichy. Donc certains, en effet, n'ont été que très peu publiés. Mais on voit qu'il y en a eu beaucoup et dès le début de l'occupation, ces premiers journaux ont vu le jour. Puisqu'on en est à parler de la résistance, on peut également tisser des parallèles entre l'Ordre du Phénix, l'armée de Dumbledore, qui sont ainsi deux mouvements de résistance différents contre Voldemort, et qui rappellent le fait que la résistance française était composée de nombreux mouvements différents, même s'ils sont retrouvés progressivement réunis au sein du CNR. En parlant de Dumbledore, du fait qu'il n'a pas toujours accompli des actes qui étaient toujours très clean. Il a dû manipuler beaucoup de monde pour arriver à organiser la chute de Voldemort, et ça c'est pas forcément très bien en soi, même si l'objectif était louable et qu'il n'avait pas forcément le choix. Mais là, ça rappelle également le fait que les résistants aussi n'ont pas toujours fait des actes très clean. Parfois, ils ont dû, lors des sabotages, il y avait des dommages collatéraux, des victimes. Ils ont dû tuer, ils ont dû parfois torturer. Tout ça, c'est pas des choses bien en soi. Mais, pour combattre un mal, il fallait parfois, en effet, en arriver à des actions pas forcément très révisantes. Et donc là aussi, on peut faire un parallèle avec Dumbledore. Ensuite, une fois qu'on a quitté la résistance, on peut faire le parallèle également dans le camp opposé. Du coup, comme je vous l'ai dit, Voldemort serait un Hitler, qui d'ailleurs, comme Hitler, a une certaine incohérence avec l'idéologie de son mouvement. Puisque les deux, les nazis et les mouvements ont une idéologie basée sur un eugénisme, avec un classement de l'humanité en catégories plus ou moins importantes. Les sangs purs sont les Ariens, ensuite on trouve les sangs mêlés, les sangs de bourbe, les craquemolles, les moldus, qui sont eux plutôt les juifs, tous ceux qui sont tout en bas de la société, côté des nazis, qui eux aussi du coup avaient un classement avec les Ariens, les autres Européens, les Slaves. Ils avaient toute une organisation pyramidale de la société, et donc voilà, là aussi un parallèle. Et en parlant des sangs de bourbe, tout en bas de la société, on peut voir qu'ils sont épurés. Les services du ministère de la Magie, il y a des enquêtes qui sont faites sur tous les sorciers dont le statut de sang pur n'est pas suffisamment établi, et si c'est établi qu'ils sont de nez moldus, on les vire. Et ça rappelle pas mal aussi les épurations qu'il y a eu à l'époque nazie, où tous les juifs étaient virés de l'armée, de l'administration, des universités. Il y a aussi un parallèle important. Autre parallèle qu'on peut faire entre la Seconde Guerre mondiale et Harry Potter, c'est au niveau des jeunesses hitlériennes, parce qu'on apprend quand même aux élèves à détester les moldus, à torturer et à pratiquer la magie noire. Donc il y a vraiment une formation des élèves pour devenir des futurs mange-morts, comme les jeunesses hitlériennes étaient des formations pour la jeunesse pour en faire de bons petits nazis. Donc là aussi ça ressemble. Sauf que dans les deux cas, Hitler n'avait rien à voir avec le cliché de l'Arien, le grand blond aux yeux bleus, et Voldemort n'est pas un sang pur, c'est un sang mêlé. Donc il n'appartient pas à l'élite qu'il est censé défendre dans son idéologie. On peut également voir que c'est des deux côtés des mouvements qui ont un symbole. Du côté nazi, il y a la croix gammée, du côté des morts et de Voldemort, il y a la marque des ténèbres. Enfin, on peut également citer l'aveuglement du gouvernemental. Puisque pendant les années 20 et les années 30, lorsque le fascisme et le nazisme ont monté, les puissances européennes se sont pas mal aveuglées. Ils ont laissé Mussolini étendre son influence en Libye, ils ont laissé conquérir l'Éthiopie en 1935-1936, ils ont laissé Hitler annexer l'Autriche en 1938, ils l'ont laissé également annexer avec les accords de Munich la Tchécoslovaquie, enfin une grande partie de la Tchécoslovaquie, et ce, du coup, sans réagir vraiment, en cherchant à tout prix à éviter la guerre, ils l'ont laissé faire. Et ça peut rappeler le comportement de Cornelius Fudge lorsque Voldemort est de retour dans le tome 5, que les preuves de plus en plus s'accumulent, et qu'il ne réagit pas, qu'il refuse d'admettre le retour de Voldemort et qu'il prend des mesures qui l'aident, que ce soit le maintien des détraqueurs à Azkaban, que ce soit le fait de ne pas laisser les élèves apprendre à se défendre avec cette prof de défense contre les forces de mal, Dolores Ombrage, ne pas la tuer, ne pas faire de meurtre en pensant à elle. Bref, dans les deux cas, on a des gouvernements qui n'empêchent pas la montée du mal, du danger, et même le favorisent. Et enfin, je terminerai cette vidéo par un dernier parallèle avec un personnage que nous adorons beaucoup dans l'univers d'Harry Potter, qui est là, voilà. Severus Rogue, un agent double. Aux yeux de Voldemort, son agent secret du côté de Dumbledore, qui est censé espionner Dumbledore. Sauf que, en réalité, il espionne Voldemort en se faisant passer pour son agent.
Voilà. Et que c'était un excellent agent. Il a beaucoup contribué à la chute de Voldemort. Et à ce niveau-là, il peut rappeler du coup un personnage historique, Juan Pujol Garcia. Un agent double d'origine espagnole ayant fui l'Espagne à la prise de pouvoir de Franco, qui a installé ainsi une dictature fasciste, qui a fui du coup les 3 années de guerre civile qui ont secoué l'Espagne entre 1936 et 1939, et qui a décidé également ensuite de combattre les nazis. Et ce, de manière géniale. Ce mec est génial, c'est un génie, puisqu'il va réussir à faire croire aux nazis qu'il a à ses ordres tout un réseau d'espions à leur service, alors qu'en fait il est seul. Au tout début, il est tout seul, il agit même pas avec l'appui d'un pays. C'est un mec isolé avec sa femme qui va faire croire aux nazis qu'il a tout un réseau d'espionnage à son service. Il leur fait croire qu'il a des notes de frais au nom de ces différents espions qu'il se fait rembourser par l'Allemagne nazie, et il va réussir un moment à leur faire croire qu'il y a une opération alliée importante qui va avoir lieu à Malte, et donc les nazis décident de mobiliser des troupes vers Malte, des navires, des moyens importants, les Italiens aussi, donc tout ça c'est une dépense d'argent, de moyens militaires, pour rien, il s'y passe rien, et il se fait même pas choper par l'Allemagne pour ça. Il arrive à leur faire croire que tout ça c'est à cause des Italiens qui ont merdé, et que c'est pour ça que ça a donné rien du tout. Donc les Allemands continuent de lui faire confiance. Et de leur côté, les Britanniques, là, ils se rendent compte que, qu'est-ce qu'ils leur ont appris, les Allemands? Il y a un mec qui leur a fait croire ça, mais c'est qui, ce mec? Il est de chez nous? Non, il fait pas de chez eux encore. Mais là, ils ont cherché à le retrouver, parce qu'ils se sont dit, merde, il est doué, celui-là. Donc, ils l'ont trouvé, ils l'ont recruté, ce qui va lui permettre, avec ses moyens supplémentaires, d'étendre encore plus son réseau fictif d'espions. Du coup, les nazis sont persuadés qu'ils ont assez d'agents secrets en Angleterre, donc ils vont pas en chercher à en recruter d'autres. Et du coup, les seuls agents qu'ils ont, entre guillemets, c'est des faux agents qui leur donnent souvent des fausses informations et qui, eux, de leur côté, récupèrent des informations pour l'Angleterre. Et un de ses plus hauts faits d'armes, ça sera de faire croire aux Allemands que le débarquement en Normandie n'est qu'une diversion et que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Ce qui va faire perdre du temps précieux à l'Allemagne et ce qui va bien aider à la réussite du débarquement de Normandie. Néanmoins, heureusement pour lui, Juan Pujol Garcia aura un avenir moins tragique que Rogue, puisqu'il ne va pas mourir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si il va faire croire à sa mort, et partir s'installer en Amérique du Sud, histoire d'éviter d'être pourchassé par les anciens nazis qui pourraient un peu lui en vouloir s'il découvrait la vérité. Et pour vous donner une idée à quel point il était efficace et reconnu comme un excellent agent par l'Allemagne nazie, qui considère vraiment comme un de ses meilleurs agents, il va être décoré de la Croix de Fer par Adolf Hitler, la plus haute distinction de l'Allemagne. Il a aussi rappelé Rogue, qui était considéré comme un des meilleurs agents de Voldemort, un de ses bras droits, et à qui il sera confié la direction de l'école de Poudlard. Donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, nous en fait un peu le tour du sujet, même si en réalité il y aura encore bien des choses à dire, mais je pense que pour éviter que cette vidéo soit indigeste, c'est déjà un bon début, et j'espère que vous avez appris des choses, que cela vous a intéressé, que vous soyez fan d'Harry Potter ou pas. Et puis du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous avez des questions ou des remarques. Et aussi, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà, histoire de ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!